la loi Sapin 2 a incontestablement permis aux entreprises françaises de beaucoup progresser en matière de prévention et de détection de la corruption. Et nous nous en rendons compte à travers nos contrôles. Les contrôles de l'AFA sont un excellent moyen de tester l'engagement des entreprises et ça nous permet d'aller au-delà de la simple existence d'un dispositif ou d'absence de dispositif pour rentrer quand même dans le détail de ce que les entreprises ont mis en place et pour nous assurer que les dispositifs qui existent ne sont pas des dispositifs cosmétiques. Et c'est un point qui est important pour nous. Par exemple, nous allons pouvoir tester l'engagement d'une entreprise nous contrôlons souvent les groupes, donc la maison mère, mais nous allons aller jusqu'au niveau des filiales, par exemple, et regarder si le cadre d'une entreprise, le cadre anticorruption d'une entreprise va véritablement couvrir l'intégralité de ses filiales. Et puis nous allons dans le détail, nous faisons des contrôles sur place. Donc cela nous permet de voir où en sont les entreprises et en réalité, elles ont effectivement beaucoup progressé. Depuis la loi Sapin 2, nous avons aujourd'hui des entreprises, dans nos contrôles, nous rendons compte qu'on a beaucoup moins de manquements que ce n'était le cas au départ. Et on voit de plus en plus des contrôles où il n'y a pas du tout de manquement. C'est-à-dire que nous pouvons faire des recommandations pour améliorer les choses, mais les entreprises ont aujourd'hui des dispositifs anticorruption qui sont réellement robustes et efficaces. Et c'est une chose qui est positive. Alors c'est d'autant plus positif que non seulement les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui sont assujetties à la loi Sapin 2, donc les très grandes ont progressé, mais également les plus petites, car la loi Sapin 2 a un effet vertueux de ruissellement vers les plus petites entreprises. Dans la mesure où les grandes ont des obligations, notamment des obligations d'évaluation de leurs tiers, elles insèrent très souvent dans les contrats avec leurs sous-traitants, par exemple, des clauses anticorruption qui conduisent les entreprises de taille plus petite également à progresser dans la lutte contre la corruption. Et c'est donc un engrenage vertueux qui se met en place et que nous, à la fin, nous accompagnons. Puisque non seulement nous avons une action de contrôle, mais nous avons également une action de conseil que nous avons très fortement développée pour les grandes et pour les petites entreprises, qui nous a conduit d'une part à expliciter dans nos recommandations les exigences de la loi Sapin 2, les différents items de la loi Sapin 2, et à aussi produire un certain nombre de documents, par exemple des guides. On en a publié un récemment en matière de mécénat et de parrainage. Les opérations de mécénat et de parrainage sont des opérations extrêmement importantes pour la vie culturelle, pour la vie sportive, mais elles doivent se dérouler en toute transparence et le guide que nous venons de publier vise précisément à aider les entreprises à travailler en toute transparence. Donc oui, il y a eu de vrais progrès et l'AFA les accompagne. Le sujet de l'engagement au plus haut niveau est absolument un facteur clé et nous nous en rendons compte dans tous nos contrôles. Dès qu'on voit le top management qui est véritablement engagé pour un dispositif de conformité anticorruption et pour dire non, ça n'arrivera pas dans mon entreprise, on voit que le dispositif s'aligne. Dans nos contrôles, nous regardons systématiquement comment se matérialise l'engagement de l'instance dirigeante et il y a 5 points qui sont des points importants. Le premier point, c'est véritablement affirmer une tolérance zéro vis-à-vis de tout acte qui ne soit pas conforme à la probité. Et cette tolérance zéro, elle doit s'exprimer de manière personnelle par les dirigeants qui doivent être exemplaires, tant en parole qu'en acte, dans le quotidien de leur activité où ils doivent mettre en place les recommandations anticorruption qui sont celles de l'entreprise. Deuxième point, un dispositif anticorruption, ça nécessite quelques moyens. Et les entreprises, un chef d'entreprise engagé doit mettre à disposition des moyens, bien entendu conformes à la taille de l'entreprise, mais pour que ce dispositif anticorruption puisse vivre. Ça veut dire d'une part des ressources humaines, un responsable de la conformité anticorruption. S'il s'agit d'un groupe
Ce responsable peut avoir des référents dans les les établissements ou les filiales du groupe pour que les relations, d'un point de vue RH, on ait des gens qui s'occupent de la lutte contre la corruption et puis aussi un petit budget pour que, par exemple, si on fait des formations, les formations puissent être financées ou, par exemple, en matière d'évaluation des tiers, mettre en place les outils qui permettront d'avoir une évaluation des tiers correcte. Troisième élément, une communication claire et régulière en matière de conformité anticorruption. Le dirigeant doit s'exprimer pour rappeler régulièrement que l'éthique est une valeur de l'entreprise. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Bien entendu, il peut préfacer le code de conduite. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple et que d'ailleurs nous regardons un peu systématiquement dans nos contrôles. Mais cela peut prendre aussi d'autres formes. Par exemple, qu'il s'exprime régulièrement sur les canaux de communication internes de l'entreprise sur ce sujet. Ça peut être également, s'il y a des formations, que la formation soit ouverte par une vidéo de l'instance dirigeante qui va dire ben voilà, c'est important pour moi. Ou un certain nombre d'entreprises organisent des journées de l'intégrité et là encore, il est important que si on a une journée de l'intégrité, l'instance dirigeante, le chef d'entreprise puisse s'exprimer sur ce sujet. Le quatrième point, c'est de montrer que l'instance dirigeante montre qu'elle est attentive à ce dispositif et à la façon dont il évolue. Cela veut dire par exemple que la cartographie des risques soit formalisée, que son adoption soit formalisée et qu'elle passe par les instances dirigeantes de l'entreprise, que régulièrement on réexamine ce dispositif et qu'il fasse véritablement partie de la stratégie générale de l'entreprise. Et puis le cinquième point, c'est si on ne respecte pas ces règles qui sont au cœur de l'engagement déontologique de l'entreprise, il y a un régime disciplinaire et un régime de sanctions qui peuvent être appliqués lorsque les exigences de l'entreprise en matière de probité ne sont pas respectées. Donc voilà comment une instance dirigeante peut véritablement démontrer par un certain nombre d'actes très concrets que c'est une entreprise engagée en faveur de la probité. Aucune entreprise ne pourra s'engager dans un dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité efficace si ses salariés n'ont pas une conscience des exigences, des risques et de la façon dont on peut y faire face. D'où la nécessité de mettre en place un dispositif de formation, et c'est d'ailleurs une des exigences de l'article 17 de la loi Sapin 2, la formation des cadres et des personnels les plus exposés aux risques de corruption. Alors, ça nécessite bien entendu auparavant une cartographie des risques, parce que c'est en fonction des risques que l'on va identifier qui sont ces cadres et ces personnels exposés. Mais une fois qu'ils ont été identifiés, il est important qu'ils aient une formation qui soit adéquate. Et là encore, ce qui est important, je dirais que c'est le sur-mesure. Une des difficultés en matière de conformité anticorruption, c'est un peu qu'il existe toute une série de mécanismes un peu en pré-emporté sur étagère où on va utiliser, faire de l'anticorruption, mais qui ne sera pas véritablement adapté aux besoins de l'entreprise. Or, ça ne peut fonctionner, ça ne peut être efficace que si l'entreprise fait une formation qui est véritablement adaptée à sa situation, c'est-à-dire qu'elle adapte à ses propres risques, et ces risques ils vont varier en fonction de son secteur d'activité, des zones géographiques dans lesquelles elle agit, de sa propre organisation interne. Et donc, une formation, ça veut dire des formations adéquates, ça veut dire de travailler sur des scénarios de risque, par exemple, qui sont les scénarios de risque de l'entreprise.
faire en sorte que l'entreprise voit, ah oui, là, c'est quelque chose qui pourrait arriver chez moi et voilà comment je dois faire face. Et puis, alors, c'est une obligation pour les grandes entreprises. Les plus petites ont tout intérêt à mettre en place aussi ces formations. Ce n'est pas une mesure très compliquée ni très lourde, mais ça permet de sensibiliser l'équipe d'une entreprise à ce risque. Et puis, outre les formations de ceux qui sont plus directement exposés, il peut être très utile de faire au-delà une sensibilisation à l'ensemble du personnel. Quelque chose de plus court, de moins fouillé, mais qui permettent d'alerter sur les risques corruptifs, de dire attention, ce sont des choses qui peuvent arriver et voilà ce qu'il est possible de faire. C'est aussi par exemple un moyen de mieux faire connaître le dispositif d'alerte interne à l'entreprise pour dire bon bah s'il se passe quelque chose, voilà ce que vous pouvez faire et plus globalement c'est aussi pour l'entreprise une façon d'affirmer son engagement anticorruption.